Voilà, aujourd'hui, le bonheur en entreprise, c'est une utopie et surtout, ce n'est pas la responsabilité de l'entreprise. Le bien-être, oui. Si on fait un calcul très simple, hein, 14 000 500 à peu près, vous multipliez par 5, vous arrivez à 75 000. Grosso modo, 75 000 euros, c'est à peu près ce que coûte un équivalent temps plein pour une entreprise. Une fois qu'on a défini ces indicateurs, maintenant, il va falloir les mesurer. Et là, on est sur une deuxième étape, encore plus compliquée, ou complexe même. Le taux d'absentéisme. Alors, en général, c'est assez facile, hein. On arrive assez facilement à mesurer le nombre de fois où les gens sont présents, sont absents. Le turnover, pareil. Si on se met d'accord sur la définition du turnover et sur le calcul, hein, du turnover, en gros, le nombre de gens qui partent et qui rentrent, la différence entre le nombre de gens qui partent et qui rentrent à l'année dans une entreprise, on sait à peu près le mesurer. Voilà. Là où ça commence à devenir plus compliqué, c'est pour l'efficacité et l'efficience. Parce que là, on va devoir mettre en place des suivis beaucoup plus poussés, beaucoup plus précis pour mesurer. Et c'est là où on va commencer à avoir une perte de visibilité finalement sur les conséquences que vont avoir cette perte d'efficacité et d'efficience. Et là, on va commencer à avoir un problème également parce que finalement, toute cette partie de paramètres qui influent, finalement, on le verra tout à l'heure, sur la performance globale, on a du mal à le percevoir. Et pareil pour les non-conformités et les non-qualités. Pour fixer les choses, on est à peu près en moyenne à 17 jours en moyenne, un par an l'année dernière. Et l'année d'avant, 2018, c'était autour de 16 de mémoire. Hein, donc, c'est 16 jours à peu près d'absence. Donc, si vous considérez que les gens travaillent à peu près 220 jours par an, vous faites le calcul, 16 divisé par 220, c'est quand même pas négligeable. Ce qui veut dire qu'en gros, vous prenez le taux moyen de 17 jours d'absence en moyenne par an sur l'ensemble de la France. Ces 17 jours par salarié coûtent à peu près 100 milliards. Donc là, j'ai pris un cas. On va voir qu'il y a deux cas. Le premier cas, on a une entreprise à peu près de 50 personnes, hein, avec un chiffre d'affaires de 5 millions d'euros, avec un nombre de jours d'absence de 17, donc on est pile poil dans la moyenne, et un taux de turnover de 17, de 15, pardon, excusez-moi, 15%. Voilà. C'est un peu le reflet, je pense, de la PME classique française, hein, de service, par exemple, hein. On est sur du 100 000 euros par personne. Je pense que c'est à peu près typique. On est sur 15% à peu près de dirigeants, 25% de cadres et 60% de non-cadres. Je pense qu'on a une photo assez représentative de la PME moyenne. Voilà. Et ben, les chiffres sont assez éloquents. Quand on prend le coût total d'absentéisme, on a 150 000. Le turnover, presque 300. Et quand on fait la somme des deux, on arrive quasiment à 450. C'est 450 000 euros à l'année. Ça représente à peu près 19% de la masse salariale et 9% du CA annuel. Donc, c'est quand même vraiment pas négligeable. Et là, on est sur une entreprise un petit peu plus grosse, hein, 150 personnes, 15 millions de chiffre d'affaires, 5 jours d'absence, donc beaucoup moins, et un taux de turnover de 25%. Voilà. On pourrait être par exemple sur une entreprise de service, par exemple une SS2I. Hein, c'est peut-être un petit peu, voilà, typiquement. Et là, on arrive quasiment à 1,6 million, hein, de coûts cumulés par an si on additionne l'absentéisme et le turnover. 23% de masse salariale et 11% de CA annuel. Alors, on y va sur les bonnes pratiques. Encore une fois, on essaie de rester assez pragmatique, hein. Alors, je pense que vous avez tous entendu parler de l'entreprise Michelin. Alors, l'entreprise Michelin, elle est vraiment intéressante quand on s'intéresse à la conduite du changement et à la performance humaine, parce qu'en fait, c'est vraiment les pionniers. Depuis le début, en fait, c'est une famille. Déjà, c'est une famille qui a créé l'entreprise, qui reste une entreprise familiale, et que depuis le début, en fait, ont vraiment dans leur ADN, hein, dans leur valeur d'entreprise, cette volonté de mettre l'humain au centre de leur fonctionnement. Voilà. Et ben, en fait, quand on creuse un petit peu, en fait, c'est faux. En fait, ces préjugés sont faux parce que si on se base sur les analyses qu'ont fait Michelin, donc encore une fois, une étude qui a duré 5 ans, 4 ans, à peu près 4-5 ans, sur 600 collaborateurs, voilà, une entreprise industrielle, ils ont évalué qu'à peu près toutes les démarches qu'ils ont mis en place sur le bien-être au travail coûtaient à peu près l'équivalent d'un équivalent temps plein sur les 600 personnes. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais un équivalent temps plein pour 600 personnes, c'est 0,1%. Hein, donc, on parle de 0,1% de la masse salariale, si on parle en moyenne. Voilà. Et le préjugé numéro 2, eh ben oui, le bien-être au travail, oui, il est bien lié au style de management et ça influe positivement sur la performance. Les deux, hein, le bien-être des collaborateurs et le style de management. Encore une fois, les conclusions de Michelin, c'est que sur 5 ans, la productivité a augmenté de 20% à effectif équivalent.
C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, ils n'ont rien changé de significatif dans leur production depuis 5 ans, à part les démarches de bien-être au travail et leur manière de manager. Et la productivité a monté progressivement de 20% sur 5 ans. Ça aussi, c'est quand même des chiffres qui sont intéressants, hein. Ça me met aussi également en perspective. Et pourquoi également? Alors pourquoi on avait ce préjugé? Je pense qu'on a un problème de mentalité là sur cet aspect. Et je me base en fait sur le Figaro, hein, qui a publié l'année dernière, en juillet de l'année dernière, une étude. Alors c'était une étude sur un petit échantillon, il y avait 150 dirigeants, hein, donc c'est pas des volumes énormes, mais ça permet quand même de mettre un peu en perspective. Et pour 90% de ces dirigeants, l'innovation managériale n'était pas une priorité. Et pour 63% des dirigeants, ils estimaient que leur management était innovant, alors que la réponse était que 29% de leurs salariés dans la même entreprise, hein. Vous avez le dirigeant qui dit « moi, je pense que mon management est innovant » et le salarié qui disent que non, peut-être pas tellement. Voilà. Donc là, on voit qu'on a vraiment une raison peut-être justement sur cette perception que le bien-être, le style de management n'influe pas positivement sur la performance. C'est une question de croyance, une question de mentalité. Alors, on ne va pas rentrer plus dans le débat, hein, parce que chacun est libre de ses croyances et de ses pensées, heureusement d'ailleurs. Mais c'est important quand même justement de prendre conscience que là, il y a peut-être également une piste d'action pour justement remplacer ou mettre en place une nouvelle dynamique. Alors, on est bien d'accord qu'en 2019, on ne parlait pas de Covid, hein, parce que là, il y a des grands changements qui sont en cours. Peut-être justement que ces mentalités vont changer en post-Covid, mais en tout cas, en 2019, l'étude montrait qu'on avait ce type de mentalité. Alors, un petit calcul, encore une fois très simple, hein, l'idée, ce n'est pas de partir dans des grandes études, des grandes analyses. Si on reprend le premier préjugé, hein, avec le premier constat, un ETP, à peu près un équivalent temps plein pour 600 personnes. On est à peu près, que j'ai tout à l'heure, sur 0,17% d'investissement, masse salariale. Grosso modo, hein, si on considère en moyenne, etc. Et 20% de productivité effective équivalent à 5 ans. On est à peu près à 4% de marge brute moyennée annuelle. Hein, encore une fois, je fais des grandes masses. Hein. Bon, si on met en perspective ces deux chiffres, ça veut dire que grosso modo, le levier financier, c'est de 23,5. C'est-à-dire qu'en fait, si vous mettez 1 euro, cet euro va vous rapporter 23,5. Alors, les clés du succès, hein, parce qu'on parlait des bonnes pratiques. Je vais vous en proposer 3. Il y en a peut-être d'autres, mais c'est les 3 qui, pour moi, sont les principales. Le premier, hein, la première clé de succès, c'est remettre en cause certaines croyances et paradigmes. Paradigme, pour simplifier, c'est une croyance partagée par un grand groupe de personnes, hein, qui peut aller jusqu'à une société, jusqu'à un pays, jusqu'à une région, hein, une culture. Voilà, c'est un peu ça qu'on appelle un paradigme. Voilà. Donc, c'est remettre en cause certaines croyances et certains paradigmes, tant au niveau individuel que collectif. Que le bien-être au travail, finalement, oui, la responsabilité de l'employeur, mais également la responsabilité du salarié, et c'est des co-responsabilités, vraiment. Les plans d'action vont être différents, clairement, mais c'est toujours pareil, c'est un compromis. C'est une recherche de collectif, une recherche de win-win. C'est pour ça qu'on parle de remise en cause, hein, donc c'est une réflexion individuelle et collective. La deuxième piste et deuxième clé de succès, de mon point de vue, c'est mettre l'humain à sa juste place dans l'entreprise. Hein, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte que l'humain, c'est l'asset, hein, le plus important. L'asset, hein, c'est la valeur en anglais, hein, le capital même. Le capital le plus important que vous avez dans votre entreprise, l'humain. Même pour une entreprise très industrielle, avec beaucoup de machines, beaucoup de process, beaucoup de procédures très automatisées, vous avez toujours une présence humaine derrière. Alors oui, on pourrait discuter de l'intelligence artificielle, dans quel contexte ça va changer la présence de l'humain, mais à un moment donné, l'humain sera toujours présent. Avec des valeurs ajoutées différentes, on est bien d'accord, avec des rôles différents, peut-être un petit peu plus en retrait, peut-être un peu plus en vision hélicoptère, avec des savoir-être qui sont peut-être prédominants sur des savoir-faire, hein, on pourrait discuter, mais à un moment donné, il y aura toujours de l'humain. Et si vous ne prenez pas en compte votre humain dans votre organisation, vous allez droit dans le mur, aujourd'hui. Hein, aujourd'hui. Et la troisième piste, c'est accompagner les gens à sortir de leur zone de confiance et essayer de nouvelles manières de fonctionner, adaptées aux enjeux et besoins actuels, à tout niveau hiérarchique. Hein. C'est vraiment ça. C'est à un moment donné, c'est voilà, l'adaptabilité. Vous regarderez en fait les critères aujourd'hui de recrutement des cabinets.
hein, sur les savoir-être. L'adaptabilité revient quasiment dans le top 3. Hein. Aujourd'hui, on demande aux gens d'être adaptables. Mais c'est une thématique compliquée, l'adaptabilité, parce que vous avez ce qu'on appelle l'adaptabilité consciente et inconsciente, ou consciente et forcée. Et c'est là où, à un moment donné, c'est toute la thématique, on va le voir tout à l'heure, de la réflexion personnelle et du développement personnel également, qui touche justement cette performance et ce bien-être global. C'est qu'à un moment donné, au niveau personnel, votre manière de penser, votre manière d'agir, votre perception de l'environnement va influer sur cette performance collective. C'est ce qu'on appelle la systémique. La cause devient la conséquence et la conséquence devient la cause. Hein, grosso modo, c'est ce qu'on appelle l'analyse systémique. Je vous propose 4 axes, vraiment des axes concrets de travail. Hein. Le premier, c'est ce qu'on appelle la qualité de vie au travail. Le deuxième point, la confiance, vraiment important, moteur d'engagement, de motivation, la confiance. Hein. Confiance mutuelle. Vous devez avoir confiance dans les personnes et que l'entreprise peut avoir confiance en vous. Voilà. Le sens au travail. Qu'est-ce que je fais ici? Pourquoi je le fais? Le pourquoi. Hein. Finalement, qui a des conséquences qu'on appelle le brown-out et le bore-out. Hein. La perte de sens. On ne sait plus pourquoi on fait les choses et en plus, on s'ennuie quand on fait les choses. Hein. Donc ça, aujourd'hui, on a des maladies professionnelles qui sont liées à la perte de sens. Et le développement personnel. Alors, le développement personnel au sens de ce que je disais tout à l'heure sur la mise en perspective, la réflexion, la prise de conscience. Hein, voilà. Et après, il y a différentes méthodes de développement personnel. Chacun choisira la sienne. Voilà. Et merci beaucoup. Hein, vraiment, très beau niveau la réflexion d'aujourd'hui de votre part. Alors, les outils opérationnels pour l'entreprise, voilà, donc on les a touchés un petit peu du doigt. Donc, la conduite du changement en amont, hein, avec des approches qui sont vraiment depuis le début jusqu'à la fin. Le conseil en amont également, hein, l'innovation managériale, une thématique importante également, hein, sur comment réfléchir, quelles sont vos valeurs, comme disait le groupe tout à l'heure sur le sens avec Sandra, hein, c'est qu'à un moment donné, voilà, quelles sont les valeurs d'entreprise, comment elles sont partagées, comment elles sont incarnées, l'exemple managérial, etc. Et la formation, alors formation 4.0, hein, parce qu'aujourd'hui, le modèle de formation un petit peu vieillissant peut-être, il faut le dépoussiérer, hein, avec des formations actions, des choses un peu plus comment dire, dynamiques, où les gens participent, il y a des échanges, hein, mais on est sur un modèle de formation au sens où on partage un certain savoir. Et le coaching. Hein, le coaching, pourquoi il est important? Parce que c'est un outil finalement de développement personnel et d'approche, on va dire, psychologique. Hein, je vais mettre le mot, ça fait peut-être peur, mais c'est une approche où on essaie de comprendre la psychologie de l'humain, mais qui reste professionnelle. Hein, c'est pour ça que le coaching, c'est intéressant dans l'entreprise parce qu'on ne traite pas les mêmes sujets que d'autres types d'accompagnement psychologique vont traiter. Hein, on reste très ancré dans la réalité du terrain avec des objectifs et une approche résultat, hein, finalement, une approche résultat. Coaching individuel ou collectif. Voilà. 5 points, du coup. Le mal-être au travail, il y a de nombreux coûts cachés. Hein, ça, c'est ce qu'il faut s'en rappeler. 1% de turnover, c'est à peu près 1% de masse salariale, hein, grosso modo. Les 4 leviers d'action, le sens, la qualité, la confiance, le développement personnel. Des investissements limités, finalement, avec de gros bénéfices à la clé, hein, quand on regarde finalement les ordres de grandeur. Et des remises en question individuelles et collectives nécessaires. Voilà. Et je vous remercie.